coder sans plan précis, juste en suivant son intuition, comme si on improvisait un morceau de jazz avec un assistant de codage. C'est le principe du vibe coding, popularisé par Karpathy, et c'est peut-être en train de changer notre manière de développer des logiciels. Mais à quel prix ? Dans ce nouvel épisode, on va parler aussi de Manus, un agent autonome qui promet d'agir comme une vraie équipe humaine, de Gemma 3 et Mistral 3.1, deux modèles open source qui s'affrontent pour dominer le monde des LLM, et d'un outsider inattendu, Exa One Deep, un modèle coréen taillé pour les maths et le code. On parlera aussi de modèles capables de lire une scène en 3D, de flouter une image comme un vrai objectif photo, de composer de la musique, de recréer des trajectoires de caméra dans une vidéo, et même de transformer une photo en personnage 3D. Salut, c'est Artificialis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 28 mars 2025 et vous êtes dans le 45e épisode des iNews. L'intelligence artificielle avance vite, très vite, mais ici on prend le temps de comprendre ce que ça change vraiment et on décrypte l'IA pour démêler l'innovation réelle du simple buzz. On va commencer en parlant de vibe coding, une nouvelle manière d'aborder le développement logiciel, popularisée notamment par Andrej Karpathy. L'idée, c'est de coder en mode intuitif, presque comme dans une conversation avec un chatbot spécialisé dans le code. On décrit ce que l'on veut et le modèle génère le code. C'est un peu comme du freestyle coding assisté, où le développeur devient une sorte de chef d'orchestre et le modèle son interprète. Le principe du vibe coding, c'est un peu de contourner la planification rigide. On se laisse porter par l'inspiration du moment en s'appuyant sur des outils visuels, des assistants de codage ou même des automatisations comme Make ou Zapier. Mais attention, cette approche n'est pas sans limite et sans danger possible. Dès qu'on touche au back-end, à la gestion des environnements virtuels, aux bases de données SQL ou aux accès API sécurisés, les choses se corsent. Les assistants de codage peuvent aider à prototyper, mais ils ne remplacent pas la compréhension technique. Par exemple, Flask offre des protections intégrées contre les attaques courantes comme l'injection SQL ou le cross-site scripting. Mais encore faut-il savoir les activer et les utiliser correctement. Certains développeurs expérimentés voient dans le vibe coding une méthode désorganisée, propice à produire du code spaghetti ou mal optimisé. Un bon exemple, c'est celui de Pieter Levels. Il a conçu un jeu vidéo, Fly Peter, qui génère plus de 800 000 $ par mois. Il a utilisé un modèle 3.5 Sonnet Max pour générer le code, les graphismes et même les mécaniques de jeu. Un projet quasiment donc intégralement porté par un assistant de codage. Le vrai enjeu, c'est donc l'équilibre entre innovation et prudence, mais également le développement de nouvelles méthodes en cybersécurité qui prennent en compte ces nouveaux modes de développement. La technologie ouvre des portes, mais la rigueur reste de mise, tout comme le fait de connaître en profondeur les technologies qu'on utilise. Le vibe coding ne remplacera jamais l'expertise, mais pourra peut-être la compléter. Et justement, en parlant de développeurs qui travaillent avec des assistants de codage, passons à un projet qui pousse encore plus loin l'idée d'autonomie. Voici Manus, un agent qui prétend remplacer toute une équipe. Manus prétend incarner une nouvelle étape dans le développement de l'intelligence artificielle générale. Alors, on a déjà parlé ici d'AGI, et vous connaissez peut-être mon avis critique sur ce terme. Conçu par une start-up chinoise, Monica, Manus ne se contenterait pas de répondre à des questions comme un chatbot classique, il serait capable de planifier, exécuter et livrer des résultats concrets dans un style qui se rapproche de celui d'une équipe humaine organisée. Derrière ce fonctionnement se cache une architecture multi-agent. Chaque sous-agent est spécialisé, l'un planifie la tâche, un autre rédige un script ou collecte des données, et un autre vérifie les résultats. Cette conception distribuée permettrait à Manus de réaliser des tâches complexes en plusieurs étapes tout en corrigeant ses erreurs. Un exemple concret, lorsqu'un utilisateur cherche une maison à New York, Manus peut analyser les données de sécurité du quartier, consulter les prix de l'immobilier, calculer un budget et fournir un rapport complet avec recommandations à la clé. Techniquement, Manus repose sur un ensemble d'outils open source, ce qui est un bon point. Il utilise notamment Browser Use, un framework pour automatiser la navigation web. L'environnement d'exécution intègre un système Linux virtuel, offrant à Manus une large capacité d'action, y compris l'exécution de commandes système et de scripts personnalisés.
Côté évaluation, les performances de Manus sont mesurées via Gaia, un benchmark développé par Meta et conçu pour tester la capacité des agents à résoudre des problèmes concrets du monde réel. D'après ses concepteurs, Manus surpasserait les modèles existants, y compris ceux d'OpenAI, sur les 3 niveaux de difficulté de Gaia. Mais soyons critiques, les détails des tests ne sont pas entièrement publics et sans publication rigoureuse sur la méthodologie, ces résultats doivent être pris avec une très grosse précaution. On ignore encore si les comparaisons ont été faites dans des conditions strictement équivalentes. Manus est-il vraiment autonome ou simplement une intégration bien orchestrée de modules existants? Jusqu'à preuve du contraire, je penche personnellement pour la seconde option. Autre point à surveiller, la question des données. Un agent capable d'accéder librement à des sites web, de collecter des informations et de les traiter en autonomie soulève des enjeux majeurs de confidentialité et d'éthique. Qui contrôle les données? Où sont-elles stockées? Et surtout, comment sont-elles utilisées? Malgré tout, l'approche open source autour de Manus est intéressante. Des projets communautaires comme O commencent déjà à émerger comme alternative libre. Comme d'habitude, gardons une approche critique. Les promesses d'intelligence générale ne suffisent pas et sont généralement utilisées pour attirer des capitaux. Ce qui compte, ce sont les fondations techniques, la transparence des résultats et la capacité à reproduire les performances dans des conditions ouvertes. C'est là que se joue la vraie crédibilité scientifique. Si certains rêvent d'une intelligence artificielle générale, d'autres préfèrent miser sur la puissance brute des LLM. Et dans cette course, Google vient de relancer la machine avec Gemma 3. Gemma 3, c'est la dernière génération de modèles open source proposés par Google. Contrairement à leurs modèles propriétaires comme Gemini, ici les poids sont disponibles. Les modèles sont téléchargeables et ça change tout pour la recherche et la communauté open source. Et sur le papier, les avancées techniques sont intéressantes. Gemma 3, c'est une famille complète de modèles allant de 1 à 27 milliards de paramètres. On retrouve 4 versions, 1 milliard, 4 milliards, 12 milliards et 27 milliards. Tous ces modèles ont été entraînés avec des volumes massifs de données. Et surtout, Google publie à la fois les modèles de base et ceux déjà fine-tunés sur des instructions, ce qui est une excellente nouvelle pour la recherche reproductible. Côté architecture, Gemma 3 reste dans la tradition des grands modèles transformers, mais avec plusieurs optimisations. L'un des éléments clés, c'est le nouvel encodeur de tokens et l'encodeur multimodal SIGP modifié, qui permet aux modèles 4B, 12B et 27B d'être véritablement multimodaux. Ils peuvent intégrer des images, voire de la vidéo courte, en plus du texte. Seul le modèle 1B reste limité au texte. Autre avancée technique importante, la fenêtre de contexte. Le modèle 1B peut traiter jusqu'à 32 000 tokens, et tous les autres montent jusqu'à 28 000 tokens. C'est colossal et ça permet de travailler avec des documents très longs, voire des dialogues entiers ou des corpus entiers sans tronquer l'information. Google annonce aussi une prise en charge native multilingue avec un pré-entraînement couvrant plus de 140 langues et un support renforcé pour 35 d'entre elles. Les modèles sont également optimisés pour une large gamme de matériel avec des versions quantisées en 32, 16, 8 et même 4 bits, ce qui permet de les faire tourner aussi bien sur des serveurs que sur des smartphones. D'ailleurs, Google a démontré une application Android qui utilise la version 1B localement sans passer par le cloud. C'est une avancée intéressante pour l'embarquer. Côté entraînement, Google a utilisé des techniques de distillation, d'apprentissage par renforcement avec feedback humain et de fine-tuning pour affiner le comportement des modèles. Ça leur permet d'obtenir de très bonnes performances sur des benchmarks de la LM Arena où le modèle 27B surpasse selon Google des références comme Llama 3 ou DeepSeek V3. Mais restons prudents, ces benchmarks viennent de Google et on attend encore des évaluations indépendantes pour valider ces résultats. Un autre point que je trouve intéressant, c'est la mise à disposition des modèles. Ils sont déjà disponibles via Hugging Face, Kaggle et Google AI Studio. Et la communauté peut déjà les intégrer avec la librairie Python Transformers, avec des pipelines spécifiques pour le fine-tuning, l'inférence et le déploiement. Côté sécurité, Google a intégré un module appelé Shield Gemma 2, censé filtrer les sorties problématiques, notamment pour les contenus visuels. Mais comme toujours, il faut rester attentif. Les mécanismes de modération, même dans l'open source, peuvent introduire des limitations et des biais implicites. Et enfin, même si la licence n'est pas aussi permissive que la licence Apache ou la licence MIT, elle reste suffisamment ouverte pour permettre l'expérimentation, le déploiement local et le fine-tuning, ce qui est une bonne nouvelle dans un contexte où les modèles fermés dominent encore largement.
Mais la domination de Google n'a pas duré longtemps. En face, Mistral répond avec Small 3.1, un modèle européen donc qui vient challenger le géant américain. Small 3.1, c'est un modèle open source qui suscite beaucoup d'intérêt, et pour de bonnes raisons. Avec ses 24 milliards de paramètres, il réussit à rivaliser avec des modèles plus gros comme GPT-4o Mini d'OpenAI. Et ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est qu'il reste suffisamment léger pour tourner localement sur une carte RTX 4090 ou un Mac équipé de 32 Go de RAM. Pas besoin d'infrastructure cloud hors de prix pour expérimenter. Techniquement, Mistral Small 3.1 se distingue d'abord par sa polyvalence multimodale. Il peut traiter du texte, mais aussi comprendre des entrées visuelles, avec la capacité de gérer jusqu'à 128 000 tokens de contexte. C'est énorme. Tout comme Gemma 3, cette profondeur contextuelle permet d'analyser de longs documents, des conversations complexes ou d'associer des informations textuelles et visuelles dans des tâches de raisonnement, de diagnostic ou d'analyse de documents. Côté performance, le modèle est évalué sur plusieurs benchmarks comme MMLU et GPQA, et il surpasse parfois des modèles propriétaires dans des domaines spécifiques comme le raisonnement mathématique ou la génération de code. Il atteint également une vitesse d'inférence de 150 tokens par seconde, ce qui le rend compétitif pour des cas d'usage temps réel, notamment dans l'assistance conversationnelle et les interfaces interactives. Un point important à souligner, c'est que Mistral Small 3.1 est entièrement open source, sous licence Apache 2, ça veut dire qu'on peut l'utiliser, le modifier, l'intégrer dans ses propres outils sans restriction. Et ce n'est pas un détail. Dans un contexte où les modèles fermés se multiplient, cette ouverture est essentielle pour garantir la transparence, l'innovation distribuée et la reproductibilité des recherches. Il est déjà disponible sur Hugging Face avec une version base et une version Instruct. Dans la pratique, le modèle a montré des résultats impressionnants, notamment dans la détection d'objets, l'analyse d'images et la vérification de documents. Enfin, Mistral 3.1 a été pensé pour le fine-tuning et l'adaptation à des cas d'usage spécifiques. Que ce soit dans le secteur médical, juridique ou éducatif, on peut affiner le modèle pour en faire un véritable spécialiste d'un domaine précis. Et dans cette montée en puissance des modèles orientés raisonnement, un autre acteur veut faire entendre sa voix. LG AI Research avec Hexaone Deep, en particulier dans les domaines des mathématiques, des sciences et du codage. Ce qui m'a frappé ici, c'est la combinaison entre performance et taille du modèle. Hexaone Deep est décliné en plusieurs tailles, notamment 2,4, 7,8 et 32 milliards de paramètres. Et selon les résultats annoncés, ces modèles seraient capables de rivaliser, voire surpasser, des modèles propriétaires bien plus volumineux. Le modèle Hexaone Deep 32B aurait par exemple atteint un score de 95,7 sur le benchmark Math 500, une suite d'exercices mathématiques complexes. Ce genre de score est exceptionnel, surtout lorsqu'il est obtenu par un modèle de cette taille. Je vous parlais dans un épisode précédent de QWQ32B, qui lui a obtenu 90,6 sur Math 500. On peut voir la rapidité de l'évolution des LLM, surtout dans le monde open source. Mais évidemment, je garde un œil critique sur toutes ces annonces. Ce genre de score peut être impressionnant sur le papier, mais encore faut-il comprendre les conditions d'évaluation. Est-ce que les tests ont été réalisés dans un cadre rigoureusement contrôlé? Est-ce que les prompts sont optimisés? Est-ce qu'il y a un tuning spécifique pour certains jeux de données? Sans transparence méthodologique, difficile de savoir ce que valent vraiment ces chiffres. Un rapport technique est disponible, mais il est assez court et assez peu développé. Côté architecture, LG AI Research ne donne pas énormément de détails, non plus sur le choix précis. Mais il semble que les modèles soient conçus pour maximiser les capacités de raisonnement. On note aussi des efforts d'optimisation avec des versions quantifiées compatibles AWQ et GGUF, ce qui facilite leur utilisation locale et réduit les coûts d'inférence. Un autre aspect important, c'est la question de l'accessibilité. Hexaone Deep est disponible sur Hugging Face, ce qui rend le modèle testable par la communauté, mais la licence d'utilisation reste restrictive, notamment sur les usages commerciaux, ce qui limite l'ouverture réelle du projet. On n'est donc pas sur un modèle aussi libre que ceux sous licence Apache ou MIT, et c'est une nuance qu'il faut garder en tête. Mais l'IA ne se limite pas à manipuler du texte ou du code. Certains modèles apprennent à lire l'espace, littéralement. C'est le cas de Spatial LM. Ce modèle est conçu pour traiter les données 3D et produire des interprétations structurées de scènes 3D.
En gros, il peut identifier des éléments architecturaux comme des murs, des portes, des fenêtres et même des objets avec leur catégorie sémantique. Ce qui est remarquable avec SpatialLM, c'est qu'il n'a pas besoin d'équipement spécifique pour collecter les données. Il peut travailler avec des nuages de points venant de séquences vidéo monoculaires simples, d'images RGBD ou même de capteurs LiDAR. On a ici un bon exemple d'architecture multimodale qui permet de rendre quelque chose de compliqué, comme les données géométriques 3D, en une représentation structurée plus facile à comprendre. Dans son pipeline, SpatialLM utilise MassT3R SLAM pour reconstruire le nuage de points 3D à partir d'une simple vidéo RGB. Ensuite, il code ces nuages de points en caractéristiques compactes pour générer des codes de scène. Ces codes peuvent être convertis en mise en page structurelle 3D. Pour faire fonctionner tout ça, SpatialLM a été entraîné sur un vaste ensemble de données photoréalistes qui imitent avec précision des scénarios du monde réel, garantissant ainsi que les représentations générées sont à la fois réalistes et physiquement correctes. En termes de compatibilité, SpatialLM brille par sa capacité à être utilisable sur plusieurs plateformes. Ces sorties peuvent être exprimées en différents formats, que ce soit des plans 3D ou 2D, et même des formats industriels standards comme l'IFC. La recherche autour de SpatialLM est prometteuse. Grâce à sa base issue des modèles de langage les plus puissants du moment, ses capacités pourraient être étendues à des tâches plus variées, comme l'interaction intelligente avec des humains ou l'autonomisation d'agents embarqués dans des environnements complexes. Cela ouvre énormément de voies pour de futures applications. Et puisqu'on parle de vision, restons dans le domaine de l'image avec bokeh diffusion. Une méthode pour contrôler le flou comme un vrai photographe, mais à l'intérieur même d'un modèle de diffusion. Des chercheurs de l'université technique de Nanyang proposent une nouvelle méthode pour contrôler de manière sophistiquée l'effet de flou dans les modèles de diffusion texte-to-image. Là où la photographie traditionnelle utilise des réglages précis de la caméra pour gérer la profondeur de champ et d'autres éléments esthétiques, ces modèles de diffusion s'appuient souvent sur le prompt engineering, ce qui peut donner des résultats parfois approximatifs. Mais bokeh diffusion semble résoudre ce problème en intégrant un paramètre de flou physique directement dans le modèle de diffusion lui-même, ce qui permet de préserver la structure sous-jacente de la scène tout en faisant varier le niveau de flou. Pour y arriver, la méthode s'appuie sur 3 composants clés. Premièrement, il y a un pipeline de données hybride qui combine des images réelles et des augmentations synthétiques de flou. Cela permet de générer des paires contrastantes tout en ancrant le réalisme des images. Ensuite, le modèle intègre un paramètre de flou physiquement interprétable par le biais d'une attention croisée dans les couches profondes d'un U-Net. Enfin, on trouve un mécanisme d'auto-attention qui utilise une image de pivot pour garder la cohérence de la scène lorsque l'on change le niveau de flou. Ce dernier point est crucial car il empêche tout changement involontaire de contenu lors de l'ajustement du flou. Les résultats des expérimentations montrent que cette approche permet non seulement un contrôle flexible du flou, comparable à un objectif de caméra, mais elle ouvre aussi la voie à des applications comme l'édition d'images réelles. Bien sûr, j'ai un œil critique là aussi sur toutes ces promesses. Comme toujours, on attendra les tests indépendants pour vérifier si ce modèle tient vraiment ses promesses, mais c'est un pas intéressant vers un contrôle plus précis des modèles de génération d'images. Mais une image sans son, c'est comme une vidéo sans ambiance. On enchaîne avec AudioX, un modèle capable de composer de la musique et du son à partir de presque tout. AudioX est un modèle diffusion transformer innovant, créé pour la génération de n'importe quel type de contenu audio à partir de différentes modalités d'entrée, comme le texte, la vidéo, l'image, la musique elle-même ou d'autres types d'audio. Ce qui est intéressant avec AudioX, c'est qu'il n'est pas limité au modèle spécifique à un seul domaine, comme c'était souvent le cas jusqu'à présent. AudioX propose une architecture unifiée qui permet de générer à la fois de l'audio général et de la musique de haute qualité, tout en offrant des possibilités flexibles de contrôle par langage naturel. Imaginez un modèle qui peut prendre un texte, une image ou même une vidéo et en sortir une composition musicale cohérente.
La clé de cet exploit réside dans sa stratégie d'entraînement multimodal. AudioX apprend à partir d'entrées masquées à travers différentes modalités pour construire des représentations robustes. Cela permet au modèle de capturer des connexions profondes entre les différentes formes de médias. Et pour compenser le manque de données de formation de haute qualité, qui freine souvent le progrès dans ce domaine, les chercheurs ont créé deux ensembles de données importantes, VGG Sounds CAPS avec 190 000 descriptions audio et V2M CAPS avec 6 millions de descriptions musicales. Les résultats des expériences sont très intéressants. AudioX non seulement atteint les meilleures performances comparées aux modèles spécialisés actuels, mais il affiche également une incroyable versatilité à manipuler divers types d'entrées et de tâches de génération audio. Et si on réunissait images, son et mouvement? Direction la vidéo avec Recam Master, un modèle qui vous fait rejouer vos scènes avec une toute nouvelle caméra virtuelle. Là, on entre dans le cadre du re-rendu vidéo contrôlé par caméra qui permet de reproduire la scène dynamique d'une vidéo d'entrée avec de nouvelles trajectoires de caméra. C'est vraiment intéressant parce que l'altération des trajectoires de caméra dans une vidéo n'a pas été tellement explorée jusqu'à maintenant, alors qu'elle pourrait s'avérer cruciale pour la création numérique. Pour commencer, leur approche repose sur l'utilisation de modèles de diffusion texte-vidéo pré-entraînés, où ils exploitent au maximum les capacités génératives de ces modèles. Ils ont construit un vaste ensemble de données vidéo synchronisées multicaméra avec Unreal Engine 5. Cela les aide à généraliser leur modèle à des vidéos réelles prises sur l'instant. Cette méthodologie est notamment supportée par une stratégie d'entraînement bien pensée pour améliorer la robustesse face à des échantillons hors jeu d'entraînement. Côté technique, les auteurs ont proposé une nouvelle façon de traiter des vidéos. Au lieu de se contenter d'un simple traitement par canal, comme le font certaines approches de base, ils ont décidé d'utiliser des patchs de la vidéo source et de les accoler à ceux de la vidéo cible le long d'une même dimension. C'est un détail technique, mais la différence est notable. Cette méthode améliore considérablement la performance du modèle. Recam Master montre aussi un potentiel pour des applications pratiques fascinantes, par exemple en stabilisation vidéo. Il aide à obtenir des vidéos bien plus stables à partir de prises de vue tremblantes. Et dans le domaine de l'autonomie, comme la conduite autonome, il joue un rôle clé dans l'augmentation des données, ce qui est crucial pour tester et entraîner des systèmes robustes. Ce projet est surtout remarquable par sa transparence, promettant même la mise à disposition publique du code et de l'ensemble des données. C'est un excellent exemple de l'avantage des démarches open source dans la recherche en intelligence artificielle, permettant à d'autres chercheurs de s'appuyer sur cette avancée. Et Recam Master n'est pas le seul dans ce jeu de caméra virtuelle. De l'autre côté, on retrouve Stable Virtual Camera de Stability AI, avec une promesse très similaire mais en open source total. Un modèle qui vise à générer des vidéos 3D immersives à partir d'images 2D, avec un rendu de profondeur et des perspectives réalistes. Ce projet s'inscrit dans une approche également open source disponible à des fins de recherche non commerciales, avec le code publié sur GitHub et les poids accessibles via Hugging Face. Techniquement, on parle d'un modèle de diffusion multivue de 1,3 million de paramètres, entraîné pour synthétiser des vues nouvelles cohérentes à partir d'une ou plusieurs images d'entrée, jusqu'à un maximum de 32. L'utilisateur peut définir précisément les trajectoires de caméra à suivre ou choisir parmi 14 mouvements prédéfinis comme le dolly zoom, la spirale ou même un 360 degrés complet. L'objectif est de permettre la création de vidéos 3D réalistes sans avoir à recourir à des reconstructions 3D classiques ou à des optimisations spécifiques à chaque scène. Le modèle s'installe avec Python et PyTorch et propose deux méthodes d'utilisation. Une interface graphique via Gradio pour les utilisateurs généralistes qui veulent tester le modèle, et une interface en ligne de commande pour les chercheurs qui souhaitent un contrôle plus fin. C'est un bon équilibre entre accessibilité et personnalisation. En revanche, il n'y a pas de support natif pour Windows. Mais quelle personne sérieuse utilise encore Windows au XXIe siècle? Évidemment, comme tout modèle en développement, Stable Virtual Camera a ses limites. Les performances peuvent chuter avec certaines catégories d'images, notamment celles contenant des humains, des animaux ou des textures complexes comme l'eau. Des artefacts visuels comme du scintillement peuvent apparaître lorsque les angles de vue générés s'écartent trop des images de base.
Et plus les trajectoires de caméra sont complexes, plus le risque d'instabilité augmente. Enfin, il faut replacer tout ça dans le contexte plus large de Stability AI, qui traverse depuis longtemps une période très difficile, avec des tensions internes et des incertitudes financières. Des versions définitives de ces modèles verront-elles le jour? Difficile à dire, mais si ce n'est pas Stability AI qui révolutionne la génération de vidéos, ce sera quelqu'un d'autre, et avec un peu de chance, ce sera des modèles complètement open source. On quitte le monde de la vidéo pour entrer dans celui de la modélisation 3D. Et là, c'est Tencent qui frappe fort avec Hunyuan 3D, un modèle qui génère des objets 3D avec une qualité bluffante. On parle ici d'un système capable de générer des modèles 3D complets à partir de texte ou d'images, avec une qualité de texture et de géométrie qui semble surpasser tout ce qui existe actuellement dans l'écosystème open source et même fermé. Ce qui distingue Hunyuan 3D, c'est son architecture modulaire basée sur deux composants principaux. D'un côté, un modèle de diffusion basé sur des transformers qui s'occupe de la génération de la géométrie. De l'autre côté, un modèle de synthèse de textures haute résolution qui vient enrichir les formes générées avec des textures détaillées et cohérentes. Cette séparation entre formes et textures, plutôt que leur fusion directe, permet une meilleure spécialisation des modules et une plus grande finesse dans le rendu final. La version 2.0 du projet pousse encore plus loin les capacités du système. On peut générer des objets 3D directement à partir de descriptions textuelles ou d'images et obtenir des résultats qui atteignent des scores très élevés sur des benchmarks de qualité. Le Clip Score, par exemple, atteint 0,809, ce qui reflète une excellente correspondance entre les modèles générés et les textes de description. Et d'autres indicateurs comme le CMMD, le Feed Clip ou le FID montrent également que le modèle surpasse la concurrence sur plusieurs aspects, y compris face à des modèles propriétaires. En termes d'usage concret, Hunyuan 3D permet de générer des objets avec des détails géométriques complexes, des textures riches et des effets réalistes. Il peut travailler aussi bien sur des maillages générés que sur des maillages réels, ce qui le rend compatible avec des pipelines de production existants. Le système a été optimisé pour être rapide tout en offrant une grande diversité. Cela pourrait considérablement améliorer les workflows dans des domaines comme le jeu vidéo, la réalité virtuelle ou la production d'actifs numériques. Mieux encore, le modèle est accessible, documenté, mais surtout accessible grâce à des outils comme ComfyUI ou encore un add-on pour le logiciel de modélisation Blender. Il existe même une galerie interactive avec des outils communautaires accessibles directement dans le navigateur, ce qui renforce l'aspect collaboratif et démocratique du projet. C'est une alternative très sérieuse aux solutions fermées, souvent opaques et verrouillées sur des plateformes commerciales. Et si ces objets étaient humains? C'est ce que propose LHM, un modèle de reconstruction humaine à partir d'une seule image. LHM est développé par Tongilab du groupe Alibaba. Ce modèle, appelé donc LHM ou Large Animatable Human Reconstruction Model, aborde le problème complexe de la reconstruction humaine en 3D qui peut être animée, tout ça en un temps record et à partir d'une seule image. Le défi ici, c'est de démêler la géométrie, l'apparence et la déformation d'un corps humain à partir d'une image 2D, ce qui n'est pas une mince affaire étant donné les nombreuses ambiguïtés. Les progrès récents se sont concentrés principalement sur la modélisation humaine statique, souvent en s'appuyant sur des scans 3D synthétiques pour l'entraînement, ce qui limite leur capacité de généralisation. Au contraire, les méthodes via optimisation vidéo offrent une meilleure fidélité mais nécessitent des conditions de capture contrôlées et des processus de raffinement gourmands en ressources. LHM utilise un modèle transformer multimodal capable de coder efficacement les caractéristiques positionnelles du corps humain à l'aide d'un mécanisme d'attention. Cela permet une préservation détaillée de la géométrie et de la texture des vêtements. Pour améliorer encore la préservation de l'identité faciale et la récupération des détails fins, LHM introduit un schéma de codage pyramidal des caractéristiques de la tête. Il sous-échantillonne les caractéristiques à plusieurs échelles. Cette approche permet de générer des avatars animables de haute fidélité en seulement quelques secondes, et ce, sans traitement postérieur pour le visage et les mains. Les premiers tests montrent que le LHM surpasse les méthodes existantes, tant en termes de précision, de reconstruction que de capacité à généraliser. Toujours sur le thème du corps et de la personnalisation, on termine cette section avec STD Gen, un modèle qui transforme n'importe quel portrait en personnage 3D complet de la tête aux pieds. Derrière ce projet, une collaboration entre Tencent AI Lab et l'université Tsinghua.
Ce qui distingue STDGen, c'est son approche innovante dans la génération de personnages. Une génération qui est décomposée sémantiquement. Concrètement, cela signifie qu'on peut séparer et traiter individuellement différentes parties du personnage, comme le corps, les vêtements ou les cheveux. L'idée ici, c'est d'améliorer la qualité et de réduire le temps d'optimisation, souvent un frein dans les méthodes antérieures. Le corps de STDGen repose sur un modèle de reconstruction de grande envergure et sensible à la sémantique, appelé SLRM. C'est loin d'être un simple modèle, on parle ici d'un modèle basé sur un transformer, capable de reconstruire la géométrie, les couleurs et même les aspects sémantiques de l'image depuis plusieurs points de vue. Ils ont intégré dans le pipeline un modèle de diffusion multivue, ce qui améliore considérablement la qualité et la capacité de décomposition du personnage 3D. Les résultats sont impressionnants selon leur expérience, laissant la concurrence loin derrière en termes de géométrie et de texture. En somme, STDGen ne se contente pas de générer des personnages en 3D, il propose une personnalisation flexible, ouvrant tout un champ d'application pour la réalité virtuelle, les jeux et même le cinéma. C'est un pas de plus vers des personnages virtuels toujours plus réalistes et personnalisables. Et comme dans chaque épisode, on termine avec 3 papiers de recherche à ne pas manquer. Voici les Papers of the Week. Parlons tout d'abord de l'article intitulé Block Diffusion Interpolating Between Autoregressive and Diffusion Language Models. Ce papier présente une nouvelle classe de modèles linguistiques numériques appelés modèles de diffusion discrets en bloc. Ces modèles tentent d'améliorer les modèles de diffusion traditionnels en comblant les lacunes des approches autorégressives et de diffusion. Pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, les modèles de diffusion peuvent générer des données de manière plus contrôlée, mais ils sont souvent limités à des sorties de longueur fixe et ont une efficacité d'inférence médiocre. Les chercheurs ont introduit une sorte d'hybride qui utilise une distribution probabiliste autorégressive sur des blocs de variables discrètes, améliorant ainsi la flexibilité, l'efficacité et permettant la génération de séquences de longueur arbitraire. En termes d'efficacité, le modèle utilise des processus de débruitage discrets qui surpassent les modèles de diffusion existants. L'équipe a également mis au point de nouvelles méthodes d'entraînement qui ajustent les niveaux de bruit pour réduire la variance des gradients, ce qui est souvent une faiblesse dans la performance des modèles de diffusion. En gros, le travail présenté dans cet article pourrait bien rapprocher les modèles basés sur la diffusion des performances des modèles autorégressifs. L'article Deep Learning is not so mysterious or different de Andrew Gordon Wilson de l'Université de New York remet en question plusieurs idées reçues sur l'apprentissage profond, ou Deep Learning, une branche du Machine Learning. Bien souvent perçu comme un domaine mystérieux et fondamentalement différent des autres modèles, Wilson et son équipe argumentent que les phénomènes de généralisation inhabituels, comme le surapprentissage ou la double descente, ne sont pas exclusifs aux réseaux de neurones profonds. Au contraire, ces comportements peuvent être expliqués par des cadres théoriques existants, comme le PAC bayésien. En utilisant des biais inductifs légers, les chercheurs montrent qu'il est possible d'expliquer et de reproduire ces phénomènes avec des modèles linéaires simples. Cela signifie qu'au lieu de restreindre drastiquement l'espace des hypothèses pour éviter le surapprentissage, on peut favoriser des solutions simples et consistantes avec les données en présence, tout en gardant cet espace flexible. Finalement, Wilson souligne que bien que l'apprentissage profond conserve ses spécificités, telles que l'apprentissage de représentation, il n'est pas aussi mystérieux ou profondément distinct des autres méthodes de machine learning. Dans un article intitulé Cube, A Roblox View of 3D Intelligence, l'équipe AI Foundation de Roblox se penche sur le développement d'un modèle de fondation pour l'intelligence 3D. L'idée derrière ce modèle est de servir de base à des assistants collaboratifs capables d'aider les développeurs à créer des expériences Roblox complètes, allant de la génération d'objets 3D et de scènes à la création de personnages animés et de scripts de comportement d'objets. Pourquoi est-ce fascinant ? Parce que ce modèle permettrait d'automatiser et de simplifier considérablement la création de contenu 3D en interprétant directement des descriptions textuelles en objets et en scènes 3D. Les chercheurs ont introduit un concept clé, la tokenisation des formes en 3D. Ils veulent convertir les formes 3D en tokens discrets, une méthode qui pourrait faciliter la génération de texte à partir de formes, la génération de formes à partir de texte et la création de scènes complètes à partir de descriptions textuelles. Le tout en collaboration avec des modèles de langage déjà existants pour analyser et raisonner sur des scènes. L'ensemble de cette recherche, une fois finalisée, pourrait aboutir à un modèle unifié pour l'intelligence 3D qui simplifierait grandement la collaboration entre les humains et les systèmes d'IA, rendant la création de contenu 3D accessible à tous.
Voilà, c'est tout pour cette édition des AI News. Si ces sujets vous ont donné envie de tester, de contribuer ou simplement de rester informé, pensez à vous abonner, liker et partager autour de vous. Merci pour votre confiance et si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et comme toujours, gardez un œil critique, un esprit curieux et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode des AI News.